Écoutez, dans cette vidéo, promis, je vais pas mal parler de Russell Westbrook. Je revérifie mon script. Non, attends, en fait, on annule. En fait, non, on annule. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports. J'espère que vous êtes à la pêche. Et on repart pour un troisième ou un quatrième, je commence déjà à perdre le chiffre. On repart pour un 2 Minute Tuesday. Cette fois-ci, il sera spécial NBA. Et ils seront toujours spécial NBA pendant cette période des playoffs. Le 2 Minute Tuesday, encore une fois, c'est la meilleure manière pour moi de répondre à vos questions NBA, donner mon avis et récolter un max d'avis dans les commentaires. Je prends 5 questions que vous me posez sur Instagram, les 5 questions les plus likées sur mon dernier post, et je vous réponds en 2 minutes chacune. Et clairement, la première, ce sera pas pour 2 minutes. Vous avez vu le titre. On est parti. Il fallait bien que je réponde à cette question et on m'a demandé qui est le MVP de cette saison. On met 2 minutes et c'est parti. Alors déjà, le trophée de MVP, j'aime pas beaucoup ce trophée parce que c'est jamais clair. C'est pas le meilleur joueur parce que sinon ça aurait été LeBron James et Kevin Durant sur les 10 dernières années. C'est le joueur qui a le plus de valeur et ça laisse beaucoup trop de place à l'interprétation de toi ou de moi. Il y a 2 ans, ils l'ont donné à Russell Westbrook parce qu'il avait fait une saison en moyenne en triple-double. Génial, mais il n'avait pas la meilleure équipe de la conférence et n'était pas le joueur qui avait l'impact le plus positif sur son équipe dans toute la NBA. Et en plus, cette saison, il refait encore une saison en triple-double et cette fois-ci, il a aucun vote pour être MVP. Ça montre encore que c'est ultra subjectif. Il a battu ce record, c'était absolument génial il y a 2 ans. Maintenant, personne n'en a rien à faire. Donc maintenant, je vais vous dire à qui je donnerai ce titre et qui va l'avoir. Selon moi. Selon moi. C'est ma chaîne. Personnellement, je donnerai ce titre de MVP encore une fois, une 2e année d'affilée à James Harden qui vient de Houston. Avec une saison à 36 points, 6,6 rebonds et 7 passes décisives par match. Et défensivement, 2 interceptions par match. Harden est le seul joueur depuis Michael Jordan à inscrire 2700 points et 500 rebonds et 500 passes décisives en une saison régulière. Quand t'es comparé à Jordan, c'est que tu fais des choses bien. Et ce que j'aime en particulier chez James Harden et pourquoi ce serait mon MVP, c'est qu'il a eu un début de saison où son équipe a eu des galères, il a eu des blessures et il a mis cette équipe sur ses épaules avec une série légendaire de 32 matchs à plus de 30 points. Il a gagné, il a ramené son équipe dans les playoffs et on croit vraiment qu'ils ont une chance face aux Warriors. Maintenant, je vous explique pourquoi je pense que la NBA, ceux qui votent, vont donner ce titre de MVP à Giannis Antetokounmpo. Alors déjà, rappelons-nous, cette course au MVP, elle est très serrée entre les deux. Giannis Antetokounmpo a inscrit 27,5 points par match, 12,5 rebonds par match et 5,9 passes décisives par match. Avec un pourcentage au shoot presque à 60%, la course est proche. C'est le meilleur joueur de sa conférence, dans la meilleure équipe de sa conférence, et tout ça en jouant 4 minutes de moins que James Harden par match sur toute la saison. Ça fait beaucoup de minutes en moins. Donc, la différence n'est pas énorme. Personne ne serait choqué si Giannis est le MVP. Du coup, pourquoi il serait MVP selon moi? Parce que la NBA, elle a besoin que Giannis soit MVP plus que James Harden. Je m'explique. Un joueur qui a un titre de MVP 2 années d'affilée, c'est chiant, c'est dur à vendre, c'est dur à marketer pour la NBA. Et la NBA, il pousse les joueurs. C'est pas comme en NFL où il pousse les équipes. Il faut toujours un nouveau visage pour rafraîchir la NBA. Et le visage de Giannis, ça peut être le prochain. En plus de ça, Houston, les Rockets, c'est une équipe de moyen marché. C'est pas les Celtics, les Lakers, les Warriors ou les Knicks, mais c'est une équipe bien portante. C'est un bon marché pour la NBA. Ce serait pas mal pour la NBA de faire grandir un petit peu le marché de Milwaukee, de faire grandir un peu le Wisconsin et de dire, hey, regardez, on a peut-être le meilleur joueur de la NBA là-bas. Il y aurait plus d'audience sur leur match, il y aurait plus d'argent qui viennent vers cette conférence, vers cette équipe. Et en plus de ça, ce serait pas mal pour la NBA d'avoir un MVP qui vient d'Europe. Giannis qui vient de Grèce, c'est la porte parfaite pour la NBA, pour augmenter un peu l'attention que l'Europe porte à la NBA. La NBA est déjà très populaire en Europe, mais ça peut que aider. Tout comme Yao Ming et Jeremy Lin étaient extrêmement poussés par la NBA parce qu'ils ont vu que le marché chinois était énorme pour eux, et des noms comme Antetokounmpo ou Luka Doncic, c'est des noms qui peuvent leur ouvrir des portes encore en Europe. Parce que le marché européen n'est pas complètement conquis par la NBA. Du coup, comme c'est un trophée qui n'est pas parfait, ça ne m'étonnerait pas d'apprendre que c'est Giannis qui devient MVP à la place de James Harden. Ça ne m'étonnerait pas, je voterai pour James Harden. On passe à la 2e question, je ne l'ai pas fait en 2 minutes du tout. On m'a demandé mon avis si les Warriors et les Rockets se rencontrent. Alors maintenant, quand je tourne la vidéo, c'est pas encore acté. Du coup, je vais un peu vous donner mes prédictions du second tour. Mais bon, ça me dérange pas de me répéter, hein. Moi, je radote, hein.
on est parti. Du coup, les Warriors ont été beaucoup moins dominants face aux Clippers que ce qu'on avait prévu. Les Clippers ont fait exactement ce que n'importe quelle équipe dans n'importe quel sport doit faire face à une équipe qui a beaucoup plus de talent. Ils ont rendu les matchs dégueulasses, ils ont rendu les matchs physiques et ils ont poussé l'arbitrage jusqu'à la limite. Ils ont même accepté le fait de perdre des joueurs en se faisant éjecter des matchs si ça implique que Kevin Durant se fasse aussi éjecter. C'est parfait pour les Clippers, c'est leur seule chance d'être un petit peu proche de ces Warriors. Donc, après ça, on a DeMarcus Cousins qui se blesse absolument tout seul. C'est super dommage pour un joueur qui s'était déjà blessé l'an dernier de ne pas pouvoir vivre ses playoffs parce que clairement il était arrivé chez les Warriors avec l'idée de jouer en finale et de prendre sa bague. Et chez les Warriors à l'intérieur c'est un peu mince avec Looney et Bogut. Et donc face aux Rockets, si les Rockets ne font pas de match où ils shootent à 7 sur 44 comme au Game 7 l'an dernier, je pense que cette série va aller jusqu'à 7 matchs. Quand j'avais fait mes prédictions, je pensais que ça allait être un 4-2 pour les Warriors. Je pense que perdre Boogie, ça implique un match de plus où les Warriors et les Rockets vont se rencontrer. Parce que en particulier Boogie, DeMarcus Cousins, il a prouvé qu'il pouvait jouer un rôle en particulier face à cette équipe des Rockets, quand les Warriors ont besoin d'une présence à l'intérieur offensivement. Et donc la force offensive que DeMarcus Cousins apporte sur le terrain, ça empêche Clint Capela de pouvoir vraiment contrôler l'intérieur de la raquette. Maintenant qu'il sera plus là, Clint Capela aura un petit peu plus de place dans la raquette en défense. Sur cette série, les Warriors et les Rockets vont se rencontrer, vont jouer à qui peut shooter le plus de 3 points pendant toute une nuit. Et à ce jeu, je suis toujours du côté de Steph Curry, Klay Thompson et Kevin Durant. Je pense que cette série se fera en 7 matchs et que les Warriors vont l'emporter malgré le fait d'avoir perdu DeMarcus Cousins. On passe à la troisième question, une question très intéressante. On me demande quel est le futur de Kyrie Irving à Boston. Avec Kyrie Irving, ça se passe de mieux en mieux. Ils viennent de finir un premier sweep contre les Pacers. Kyrie Irving n'a jamais perdu un match du premier tour des playoffs. Bon, ça aide quand t'as LeBron James avec toi aussi et que tu joues les Pacers qui n'ont pas Victor Oladipo. Passons. Ce qui a été important pour moi pendant cette série, déjà, c'est que les Celtics gagnent. Ils gagnent avec aisance et ils avaient l'air d'être plutôt contents. Ça jouait ensemble, c'était cool. La partie qui était vraiment intéressante, c'était que Kyrie Irving, pendant un match ou deux, il a montré la différence de talent entre lui et le reste des Celtics. Il a fait son match à 37 points. Il a montré des actions qui montrent la différence entre ce que c'est qu'être Kyrie ou un autre joueur de Boston. Et donc, si jamais les Bucks rencontrent les Celtics au prochain tour, on n'en doute pas, si on voit les Celtics gagner cette série, et sur les épaules de Kyrie Irving, il faut que ce soit sur les épaules de Kyrie Irving, avec quelques matchs où il fait des grosses performances individuelles, il n'y a plus aucun doute à Boston que c'est son équipe, qu'il a les clés en main. Mais il y a aussi plus aucun doute qu'il est très bien entouré. Mais c'est lui le leader. Alors quoi qu'il fasse après une éventuelle série face aux Bucks, s'il gagne et que c'est sur les épaules de Kyrie, je ne vois aucune raison pour que Kyrie ait envie de rejoindre peut-être un Kevin Durant aux Knicks. Parce qu'à part Kevin Durant, il sera bien moins entouré à New York. Du coup, pour Kyrie, j'ai vraiment hâte de voir cette série contre les Bucks. Est-ce qu'ils vont galérer? Et si jamais ils galèrent, est-ce que ça reste une équipe unie ou est-ce que ça part dans tous les sens? Et est-ce qu'ils gagnent? Et pour moi, s'ils gagnent et que ça se passe bien sur les épaules de Kyrie, il va rester à Boston. Une autre question où on regarde un petit peu le futur de la NBA, on passe même déjà après les playoffs. D'habitude, je réponds pas aux questions post-playoff quand on est encore en playoff. Mais on m'a demandé les futurs steals de la draft NBA. Les steals, c'est les joueurs qu'on n'attend pas forcément et qui vont être bons. On parle d'un Donovan Mitchell, un Kyle Kuzma, un joueur qui est choisi en fin de draft. Et donc du coup, choisir quelqu'un qui est choisi en fin de draft, c'est vraiment faire un ticket de loterie. J'ai pas envie de faire ça. Je vais vous dire quel joueur m'inspire, qui j'aime bien après les grosses têtes. Les grosses têtes, c'est Zion, Ja Morant, Jay Barrett. Après ces trois-là, qui j'aime bien dans cette draft? Alors, un très bon ami à moi, fan de Texas Tech, m'a cassé la tête avec Jarrett Culver et je n'ai pas eu l'occasion de le voir avant March Madness. Le joueur de l'année dans la conférence du Big 12 et il fait partie de l'équipe All Tournament de ce March Madness. Et ils font un 5 de départ avec les meilleurs joueurs de ce tournoi. Jarrett Culver, c'est une des raisons du fait que Texas Tech nous a surpris cette année et est arrivé au Final Four. Avec 18,5 points par match, 6,5 rebonds par match, et 3,7 passes décisives. Jarrett Culver peut être un très bon shooter à NBA. On l'a vu l'année passée où il était à 38% à 3 points. Cette année, c'était un peu moins, il était à 30%. Dépendamment de l'équipe où il finit, parce que ça dépend des équipes et des équipes de développement en NBA, je pense que ça peut devenir une menace à 3 points dans cette NBA. Et ce que je recherche en regardant des joueurs universitaires, c'est ces erreurs. Est-ce que les erreurs sont effaçables par un bon coaching et un bon entraînement, ou c'est des choses qui vont rester avec lui toute sa vie? Comme Russell Westbrook qui prend des tirs à 3
points alors qu'il sait qu'il est pas bon au shoot. C'est bon, j'arrête. Pour Jared Culver, il perd pas mal de ballons et il prend pas les meilleurs shoots. Un bon coaching, ça va vite sortir ça, parce que s'il continue à prendre des mauvais shoots, il va rester sur le banc, il va pas toucher les parquets de la NBA. J'ai encore 2 autres steals pour vous et on va continuer avec Ryu Hachimura, le pivot de Gonzaga qui a fait entendre parler de lui surtout en début de saison quand ils ont infligé la première défaite à Duke avec Zion Williamson. Il est extrêmement athlétique, c'est un bon scoreur, il a peu shooté à 3 points mais du peu qu'il a shooté, il était à 45% à 3 points. Je mets la faute de son manque de shoot à 3 points sur le système de Gonzaga. C'est pas un système où il demandait à Ryu de sortir et aller bombarder. Ce que j'ai bien aimé chez lui, c'est qu'il a fait des grosses performances pendant les gros matchs. Il me fait un peu penser à un Jordan Bell de Golden State, mais avec un scoring un petit peu plus raffiné. Il a un petit peu un meilleur shoot. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il va s'intégrer à n'importe quelle équipe. Il va pouvoir s'adapter à n'importe quelle équipe parce qu'il a ses capacités qui vont un petit peu fonctionner partout. Et ça, c'est important quand tu te fais drafter. J'aimerais beaucoup le voir aux Clippers parce que c'est exactement le genre de joueur qui fonctionnerait dans cette équipe. On passe au dernier, et on m'a parlé beaucoup de ce dernier. Pas parce que je l'ai vu dans les vidéos de Briscoe, mais parce que il est vraiment bon et il se développe en France. Je vais vous parler de Sekou Doumbouya qui se développe aujourd'hui en France, qui a la taille, qui a l'envergure d'un Kevin Durant et je crois vraiment qu'il a sa place en NBA. Il a clairement l'athlétisme d'un joueur NBA et alors si vous n'avez pas regardé ses matchs, vous pouvez simplement regarder une vidéo de Briscoe. Même s'il est jeune, il cherche le contact au panier et il a pas peur face à des adultes. Et ça c'est très cool quand tu vas rentrer en NBA. Les vétérans voient très vite s'ils vont pouvoir se faire plaisir sur toi sur le physique. À Limoges, il nous a prouvé qu'il est excellent en défense à l'extérieur. Et ça, en NBA aujourd'hui, on en a besoin. Patrick Beverley et PJ Tucker, ils font des carrières grâce à ça. Ce que j'imagine comme carrière pour Sekou, c'est qu'il va se reposer sur ses capacités défensives pour un petit peu garder sa place dans une équipe NBA pendant 2-3 ans, pendant qu'il développe un petit peu, il raffine son jeu offensivement. Parce qu'il faut se rappeler, comme Joel Embiid, Sekou, il a commencé le basket très tard. Si tu le compares à des joueurs qui ont joué en NBA et qui sont des Américains qui sont dans des camps d'entraînement depuis l'âge de 5, 6, 7 ans. Et avec tout ce que j'entends sur ce joueur en particulier, Sekou est un bosseur et ça va être très apprécié de la part des coachs NBA. En particulier s'il peut les aider défensivement, il n'y a plus personne qui veut jouer en défense cette année. On passe à la dernière question et on va parler de mon équipe préférée, les 76ers. On vient de me demander quel futur je vois pour Tobias Harris et Jimmy Butler. Alors Tobias Harris et Jimmy Butler n'ont plus qu'une année sur leur contrat. À la fin de ces playoffs, ils peuvent partir où ils veulent. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors bien sûr, je vais partir du concept que si on leur propose un max, aux 76ers, ils vont rester. Je pense que si on donne un max à Jimmy Butler et qu'on veut garder Simmons et Embiid, on va pouvoir garder que les 3. Et c'est pas suffisant pour gagner un titre NBA. Jimmy Butler sur toute sa carrière, c'est 34% à 3 points. C'est pas suffisant, c'est pas ce qu'on veut dans une équipe surtout où Ben Simmons doit garder le ballon à la main en attaque parce que sinon il sert à beaucoup moins. Tobias Harris sur sa carrière, c'est juste un petit peu mieux, c'est 36%. Cette année, il est à 40%. Et pour moi, si je suis les 76ers, je pense que garder Tobias Harris pourrait être une meilleure idée parce que on pourrait peut-être, alors là j'essaye d'espérer, on va peut-être s'en sortir sans lui offrir un contrat max. Si Tobias Harris est prêt à laisser aux 76ers une petite marge, quelques millions de dollars, et je pense qu'il sera plus prêt à le faire que Jimmy Butler, je suis complètement d'avis de garder Tobias Harris, laisser Jimmy Butler partir. C'était un échange assez risqué, mais on voit dès maintenant que c'est pas une équipe qui peut gagner un titre avec ce manque de shooting. Et si garder Tobias Harris avec peut-être un petit discount, avec un petit peu d'argent sur le côté, ça nous permet de garder JJ Redick encore 2 ou 3 ans. Bah là je suis pour. Là je suis d'accord. Par la suite je continue sur les 76ers parce que c'est facile, j'ai envie d'en parler. J'ai un petit doute sur les duos Embiid et Simmons. Je pense que Embiid est limité parce que Simmons doit absolument driver, alors que Embiid oblige les équipes à mettre 2 joueurs sur lui quand il est au poste bas. Il libère le ballon, sauf que Ben Simmons ne prend même pas de tir à 3 points. Donc il va peut-être falloir faire un choix entre Embiid ou Simmons plus tard pour les 76ers. En tout cas l'équipe, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Les playoffs NBA continuent. Les Celtics ont passé leur premier tour, on attend un petit peu pour tout le reste de la ligue. La prochaine vidéo ce sera mes prédictions pour le deuxième tour et aussi un petit mot pour chaque équipe qui vient de perdre, comment un petit peu s'améliorer. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, mardi 18h. J'espère que je vais réussir à la faire mardi et pour tout le reste on se retrouve très vite pour plus de NBA, plus de NFL. Ce sera tout pour moi. Allez, ciao!